encore, Jérôme, te revoilà avec tous tes problèmes. Mes problèmes, ils sont simples. On a plein de CVE, on a des sévérités importantes, on ne peut pas livrer en prod. Ça, c'est tout toi. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on est prêt, tout le monde est prêt. Les clients, ils attendent, les deadlines, elles sont dépassées, tous les développements sont faits. Mais non, il faut que tu arrives toujours à nous dire, on n'est pas prêt. Eh bien oui. Alors, on fait quoi? On essaye d'intégrer ça correctement et que la cybersécu ne soit pas le maillon pauvre de la chaîne. Ce que je te propose, c'est que ton truc, on le fout dans la prochaine version, et là, on livre et on est tranquille. Non. Bon. Vous en pensez quoi, vous? Important ou pas, la cybersécurité dans la qualité et dans le développement de nos solutions? C'est exactement ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui. Comment bien intégrer la cybersécurité au développement de nos produits et de nos solutions. Avant de commencer, donc, le classique petit merci aux partenaires Au sponsor. Hein. Pour pouvoir organiser cette journée. Et puis la petite slide en plus, l'espace networking des forums partenaires. Donc cet après-midi, c'est fait, mais il y a encore demain après-midi. Voilà. Les petites présentations de Jérôme et moi. Donc, avec Jérôme, on a travaillé ensemble chez Decathlon. Moi, ça fait 6 ans que je suis chez Decathlon, 9 ans que je suis coach agile. Je fais du management aussi, speaker dans quelques Agile Tours. Et puis, je m'intéresse particulièrement pendant quelques années à la partie DevOps, un peu de product, et puis ces derniers temps à de l'exécution stratégique, agile, et en ce moment extrêmement funambule dans mon quotidien. Moi, je suis un vieux du monde Java, donc ça fait 28 ans que je fais du Java. Je suis coach formateur, speaker à quelques occasions, entrepreneur, auteur et rôle, entre autres. Voilà. Alors, petit mot, âme sensible, s'abstenir. Il ne sera pas question ni de bienveillance, ni d'inspiration. Voilà. Nous n'utiliserons pas ces mots pendant ce talk. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet? Parce que nous sommes dans une industrie. Le logiciel, c'est l'industrie la plus importante au monde. Alors, rien que, pour ceux qui n'ont pas les stats, rien que le jeu vidéo représente plus que le cinéma et la télévision réunis, plus la musique. Donc c'est une industrie monstrueuse. Et qui dit industrie, dit automatisation, processus vérifiable, dit métrique. Et donc il va s'agir de garantir que les artefacts produits par les équipes répondent à des standards de qualité. Et qui dit standard de qualité dit avoir une approche cohérente de la façon dont on fabrique les logiciels, et ça entraîne un outillage qui va supporter cette démarche. Donc ce qu'on ne veut pas effectivement, c'est que les CVE attendent sous prétexte d'aller chercher de la valeur qui est un terme, excusez-moi pour mon esprit étroit, mais qui est assez mal défini, si on en croit les définitions courantes et l'usage qu'en est fait dans les discussions. Bon. Donc voilà pourquoi ce sujet. Ok Jérôme, alors t'es bien gentil, mais moi CVE, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, et je pense que je ne suis pas le seul. Alors est-ce que tu pourrais être un petit peu plus explicite, s'il te plaît? Alors, CVE, ça veut dire Common Vulnerability and Exposure. C'est une façon d'aller mesurer le degré d'impact d'une faille logicielle sur votre système d'information ou sur une application donnée. Donc, c'est en gros une grosse base de données qu'on peut requêter tous les jours à la demande et qui va classer
avec des CVSS scores, la sévérité, et donc de la faille en question. Donc du vert qui est quelque chose de très bénin, jusqu'à du rouge, qui veut dire qu'il faut vraiment s'énerver dessus. En gros, les scores vont de 1 à 9,9. Il y a des 9,9 assez régulièrement qui sortent. Ça veut dire qu'elles doivent être fixées dans la journée, voire même plus tôt. Parce qu'après, c'est des risques vraiment extrêmement majeurs pour l'application, pour l'entreprise et pour les clients. Alors, si on prend un exemple de CVE qui a fait le buzz, donc moi, je fais du Java depuis 28 ans. Pendant 25 ans, je n'ai jamais entendu parler de Java à la télé. Et un jour, au journal de l'A2, gros titre, une grosse faille majeure sur Java, c'est ce qu'on a appelé le Log4j Shell. Donc Log4j, c'est une librairie open source qui est construite par la fondation Apache. Donc c'est devenu un standard de facto dans la gestion des traces applicatives, donc les logs. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde l'utilise, même ceux qui ne savent pas qu'ils l'utilisent. Avec le jeu un peu subtil de ce qu'on appelle les dépendances directes ou indirectes, dites aussi des dépendances transitives. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser dans un produit une librairie qui va utiliser Log4j. Donc, vous ne l'utilisez pas directement, mais vous embarquez quand même Log4j. Et cette faille, elle a fait couler beaucoup d'encre, pour pas grand-chose en l'occurrence, mais quand même. Et elle permettait de l'exécution de code distante et l'exfiltration éventuelle de données. Donc c'était quand même très très sérieux. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas la config Log4j ni la API en elle-même, c'est que s'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est aux équipes de dev et à personne d'autre de prendre en charge la configuration, la mise à jour des librairies. Et donc, indirectement, ça va être à vous d'y veiller. Alors, les risques encourus, tu en as quand même évoqué quelques-uns. Ça peut être de la perte de données, arrêt du service. Donc là, déjà, ça commence un peu plus à chatouiller les leaders quand il s'agit de perte de business, des publications de données, donc risque d'image et financier, des actions non autorisées via des privilege escalation et bien d'autres encore. Alors, on vous a mis cette petite référence, Il était une faille de Marine Duménil et Paul Molin, où c'est raconté selon un peu un thriller ou enquête romancée, mais toutes les histoires sont vraies. Oui. C'est un excellent bouquin, j'ai pas d'action dedans, mais il vaut, je crois que c'est 13 € sur Amazon. Vous pouvez le faire lire même à des gamins de 10 ans. C'est absolument pas technique. Si vous voulez vous sensibiliser, je pense que c'est le meilleur moyen que je connaisse sur le marché. Voilà. Alors du coup, à partir de ce moment-là, tu as dit tout à l'heure, il faut de la cybersécurité, mais ça va à l'encontre de la valeur. C'est quoi la définition de la valeur? Et on peut se poser la question, est-ce que la cybersécurité porte de la valeur? Alors, on prend le Larousse. Définition, puisque tu l'as dit, c'est pas clairement défini. On va chercher la définition de la valeur dans le Larousse. Il y a 8 définitions différentes et 8 définitions qui ne donnent pas du tout le même sens à ce mot. Donc du coup, est-ce qu'il y en a une parmi celles-ci qui correspondrait à l'usage qu'on en a dans la construction de produits digitaux? La réponse est non. Donc vous pourrez les lire, mais je vous assure qu'il n'y en a pas. Et pour nous, en fin de compte, la question revient à se dire, mais en fin de compte, la valeur, c'est quoi? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt définir la valeur comme un élément de langage qu'on a en commun pour être aligné sur ce qu'on a envie de produire, sur ce qu'on a envie d'apporter comme service, en termes soit d'image de marque, soit économique, soit de positionnement de produit, soit environnemental, soit sociétal. Donc il y a vraiment cette interrogation-là à se poser par rapport à la définition de la valeur.
Et donc, notre définition, c'est la valeur est ce qui crée un bénéfice pour toutes les parties mises en jeu en limitant les risques. Et on insiste bien sur cette partie de limiter les risques. Des exemples, l'entreprise augmente son chiffre d'affaires, son image de marque. L'utilisateur a un accès à une nouvelle expérience, un service sans risque et au bon prix. Ou encore, la planète n'est pas mise en danger à travers le produit ou le service qu'on vient proposer. Alors, le problème qu'on veut soulever là, il est résumé en fait dans ce tableau de Goya qui s'appelle la RIX, où on voit deux paysans espagnols qui sont dans des marais et qui s'affrontent à coups de bâton. Quelle issue on peut voir à cet affrontement ? On peut se douter que s'ils continuent à se taper dessus, ils vont mourir tous les deux enlisés dans les marais. Et la métaphore, quelle est-elle ? Elle est telle que est-ce que ça a du sens d'opposer sécurité et valeur des features ? Ou est-ce qu'on ne parle pas justement de la même chose et qu'il faut, au lieu d'opposer tech et produit, est-ce qu'il ne faut pas dire qu'un produit tech, il n'est rien sans la tech et il n'est rien sans sécurité ? Voilà, donc l'énergie, effectivement, elle est plutôt à mettre ailleurs que dans l'affrontement et dans l'opposition. Alors, si on lit une définition de qualité... T'aimes bien les définitions ? J'adore les définitions. Larousse, c'est mon pote. Le Robert, j'étais en classe avec lui. La définition qu'on peut lire, et que j'ai toujours pas comprise, c'est manière d'être non mesurable d'une chose qui donne une valeur plus ou moins grande, et donc qui s'oppose à quantité. Comprenez ce que vous voulez là-dedans. Donc, c'est quoi la qualité au service de la valeur ? Est-ce que c'est j'ai mes tests unitaires qui passent et je suis content ? Est-ce que c'est avoir un code propre ? Est-ce que c'est être fiable une fois en prod ? Est-ce que c'est ne pas avoir de CVE ? Est-ce que c'est avoir une architecture bien découplée ? En fait, pour moi, c'est aucune de ces questions. C'est toutes des mêmes aspects d'un prisme, en fait. Et donc, vous pouvez le voir par chaque bout de la lorgnette, mais en fait, si vous en avez un qui manque, votre château de cartes, il s'effondre, en fait. Donc, avoir une belle appli qui répond à des tests unitaires avec un code propre, ça n'a aucun sens si elle est truffée de bugs et de failles de sécu. Bon, on a beaucoup parlé de qualité, de valeur. A-t-on parlé d'agilité jusqu'à présent ? Oui, en fait. La représentation qu'on pourrait donner aujourd'hui de l'agilité, elle peut être multicouche. Elle peut dépendre du niveau d'intervention dans lequel on est dans l'entreprise. Et toute entreprise a sa vision, sa stratégie à mettre en place et elle devrait arriver à la décliner au travers d'une stratégie de tactique et d'éléments opérationnels au quotidien, de développer cette valeur au quotidien au travers de l'opérationnel pour obtenir les résultats et d'améliorer les choses, de faire progresser ses services, faire progresser ses process, faire progresser son organisation, faire progresser tout élément qui est nécessaire à ce que l'entreprise continue à être viable et pertinente au travers de ces différentes boucles de feedback. Là où il est important de faire le focus aujourd'hui, c'est sur la cybersécurité. Où est-elle implémentée et où est-elle travaillée ? C'est bien au niveau opérationnel des choses. Parce que c'est dans les actions du quotidien qu'on va pouvoir l'implémenter et la mettre en œuvre. Pourquoi ? C'est pour qu'elle puisse créer de la valeur. Donc la qualité et la sécurité font partie des process et des pratiques opérationnelles à l'échelle de l'équipe. Mais si ce n'est pas maîtrisé, on peut voir à travers de ce schéma qu'il peut y avoir des impacts énormes dans toutes les couches d'organisation de l'entreprise. Et que parfois un petit détail, et tu l'as montré tout à l'heure au travers de l'exemple Log4j, un petit élément, une petite coquille à un endroit peut avoir un impact énorme pour le reste de l'entreprise, voire la survie de l'entreprise. Donc c'est en ça où ça nous paraissait important de mettre ça en lumière et de mettre ce parallèle avec l'agilité. Autrement dit, et ça ne date pas d'hier,
Dans le manifeste agile, déjà, on voulait porter continuellement attention à l'excellence technique et à la qualité de la conception pour renforcer l'agilité. Et plus récemment, au travers des démarches DORA, DevOps et Accelerate, l'étude a montré que les entreprises très performantes consacraient 50% de moins de temps à remédier aux problèmes de sécurité que les entreprises qui étaient peu performantes. Donc ce n'est pas anodin en fait. Et donc, intégrer les objectifs liés à la cybersécurité au travail du quotidien est une chose primordiale et importante que toutes les équipes doivent prendre en compte, pas seulement les équipes qui ont un contact direct avec les utilisateurs. Et pour ça, on vous propose de voir quelques exemples de pratiques agiles qui permettent d'intégrer au mieux cette cybersécurité à travers du story mapping, des définitions d'OR et DOD et du workflow. La première, sur le story mapping, l'idée c'est de passer d'une approche optionnelle, voire non prioritaire, de l'intégration de la cybersécurité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais j'ai mis le focus sur la partie... C'est une priorisation au travers d'un Moscou, et sur la partie cooled, on a mettre en place un module de connexion sécurisé et mettre en place un module de création de compte sécurisé. Ce qui arrive tout en bas, après les éléments qui semblent être importants pour créer de la valeur, c'est-à-dire l'utilisateur peut se connecter, peut faire des achats, ou il peut accéder à ses données personnelles. Tous ces éléments-là... Et potentiellement, ça ne sera jamais fait. Oui, quand ça arrive là, c'est jamais fait. L'idée, c'est de passer de cette approche non prioritaire optionnelle à une approche by design de la conception sécurisée de produits. Donc, pour utiliser le terme anglais, shiftless on security, là, c'est bien le manager de la solution. Et quand je parle de manager, que ce soit project ou product manager, qui est le premier responsable de la sécurité quand il décrit, quand il pense, quand il design sa solution. Le changement, c'est que là, sur la partie cool, il n'y a plus rien. Et on a transformé ce qu'on avait avant en l'utilisateur peut se connecter en toute sécurité. Donc l'approche by design change complètement. On intègre ça dès le départ et les premiers développements vont devoir prendre ça en compte. L'utilisateur peut faire des achats sécurisés. L'utilisateur peut accéder à ses données personnelles en toute confiance. Il y a vraiment un changement de mindset et de posture dès le départ pour intégrer la sécurité au plus tôt dans les actions. Alors, je suis trop haut. Pardon. Autre exemple, au travers de la définition de DOR ou de DOD. Alors là, c'est un exemple qui correspond au contexte d'une équipe. Il peut y avoir autant de définitions de DOD qu'il existe de types d'équipe. Elle peut convenir tout à fait. Alors, le petit truc qu'on a rajouté, done, c'est vraiment done. Hein. C'est pas presque done ou done de presque done. Non, si c'est terminé, c'est que c'est dans les mains des utilisateurs ou activable en production. Alors, comme je le disais, ça peut être pertinent. On a beaucoup d'éléments qui viennent contraindre et canaliser le travail de l'équipe. Ce qui manquerait, par exemple, c'est des éléments de sécurité. Et ce que je précise là, c'est que c'est bien à l'équipe de construire ça en fonction de son contexte. Ce qu'on rajouterait... Ouais, toutes les équipes n'ont pas la même maturité, tous les produits n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est vraiment spécifique à l'équipe de savoir où se fixer et quelles contraintes se fixer elle-même, en fait. Donc du coup, ce qu'on pourrait proposer, et attention, c'est pas un standard, hein, c'est vraiment à voir en fonction de l'équipe. On pourrait ajouter Report Severity Evaluation and Mitigation of CVEs ou Quality Gates Compliance. Après, on peut rajouter autant de choses qui sont nécessaires à ce que, justement, une feature ou un élément de code ou un artefact ne partent pas en prod sans être compliant avec ce niveau d'exigence et cette sécurité. Oui, on va le voir tout à l'heure, mais en fait, tant qu'on n'a pas écrit ça noir sur blanc dans notre acceptation du produit, ça veut dire qu'on ne sait pas l'outiller. Et si on ne sait pas l'outiller, ça veut dire qu'on peut livrer en prod à peu près tout et n'importe quoi. Tu veux... Je t'en prie. Ok. En fait, là, vous avez
le contenu, on s'en fout en fait, mais c'est juste pour vous montrer un exemple concret de ce qu'est une CVE. Donc c'est la base de données, elle est interrogeable, il y en a même plusieurs d'ailleurs. Donc c'est du web. Vous allez voir ici, en fait, le score de sévérité, le CVSS, donc le score de 7, sévérité haute, la version qui était impactée, et un descriptif de ce qui se passe, qui ça affecte, etc. etc. Donc là, typiquement, un score de 7, sévérité élevée, ça veut dire que vous devez le fixer absolument dans le sprint courant. Il n'y a pas le choix. Et une fois qu'on a ça, on ne peut pas dire « je ne savais pas » en fait. Dernier élément, le workflow de développement ou tout autre workflow. Bon là, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. On part de l'idée, de son analyse, de son ready, puis toutes les étapes de développement qui sont assez bien détaillées ici, enfin pour cette équipe-là en tout cas. Ce workflow peut paraître pertinent, mais il faut s'assurer que les étapes permettent de satisfaire au DOR et au DOD. Ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire que il faut faire attention à ce que tout le détail de l'étape in progress peut apporter les contraintes qu'on a mis dans la DOD, justement, relatives à la performance, relatives aux performances, à la sécurité, à l'architecture, à l'expérience de qualité des codes. Tous ces éléments-là doivent être des jalons au fur et à mesure du workflow qui permettent de s'assurer qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose en prod. C'est le check-up à chaque étape de s'assurer que, comme dans l'aviation, on va éviter la catastrophe en fin de compte. Oui, effectivement, quand on démarre un avion, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits, et tant que tout n'est pas ouvert, l'avion ne décolle pas. Et évidemment, tout ça, il faut essayer de l'automatiser un maximum parce que c'est source d'erreur quand c'est fait manuellement ou alors quand il faut aller checker manuellement un fichier à chaque fois et qu'on oublie de le faire, c'est pas pertinent. Donc pour ça, un élément important, c'est la CI/CD. Jérôme, c'est toi l'expert. Alors qu'est-ce que c'est qu'une CI/CD? Pour être très rapide dessus, donc une CI, ça veut dire Continuous Integration. Donc c'est des tests et une chaîne d'étapes qui va se dérouler permettant de s'assurer que la partie réellement statique du code est OK. Donc les tests unitaires passent, qu'on passe certains outils de qualité élémentaires dessus, jusqu'à la partie CD où là on va pouvoir être capable de déployer automatiquement, on continue des versions du logiciel. Et là, quand on attaque la CD, ça veut dire qu'il faut, si on veut vraiment automatiser des versions et être capable de pouvoir aller en prod 20 fois, 30 fois, 50 fois par jour, ça veut dire qu'il faut avoir une CD qui soit extrêmement blindée et qui pose tout un tas de bases. C'est ce qu'on appelle des quality gates. Et plus vous serez exigeant, plus vous pourrez aller en prod avec l'esprit peu embarrassé, vous diminuez une charge cognitive. Donc voilà, en fonction de la maturité des équipes et des contraintes du produit et de l'environnement du produit, vous allez être de plus en plus exigeant et donc pouvoir déployer de plus en plus facilement. Donc les gains, en fait, on les trouve très rapidement, en fait. C'est qu'on s'assure qu'il n'y ait plus ah oui, mais il faut aller regarder tel fichier sur telle machine à tel endroit. Non, tout ça c'est fini. Il y a des CI/CD qui permettent de tout automatiser et qu'une fois que vous avez déroulé vos différentes étapes, vos différentes phases qui composent ce qu'on appelle un pipeline CI/CD, ça roule comme sur une patinoire, en fait. Ça ouais, pas très bon. Donc, un pipeline CI/CD, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'étapes, donc c'est-à-dire du code ou appeler des outils particuliers
qui vont chacun se livrer à une vérification. Et passer des tests unitaires, c'est une vérification. Passer des tests d'intégration continue, c'en est une autre. Passer des tests de performance, c'en est une autre. Au niveau sécu, on a plein d'étapes qui peuvent être regardées. Donc, on a ce qu'on appelle les outils, les SAST, qui sont des outils d'analyse du code statique. Donc, ils vont regarder ce qu'il n'y a pas des mauvaises pratiques qui fragilisent votre application à la base. Vous avez l'analyse des dépendances, donc quand vous utilisez des softs du genre Sonar, Maven si vous faites du Java, Nugget si vous faites du C#, et j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, on a des moyens d'aller regarder si votre code n'utilise pas des produits à risque. On peut aller regarder si vous déployez dans des images Docker avec des outils comme Snyk, il y en a d'autres, je n'ai pas d'action chez eux. Donc ils peuvent regarder si le conteneur qui va héberger votre application est sain et lui aussi exempt de failles de sécurité importantes. Et une fois qu'on a mis tout cet outillage en pratique, c'est bien d'avoir des infos. Maintenant, il faut dire qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Donc là, il va falloir se livrer à un travail qui est définir donc, ce qu'on appelle les quality gates. À partir de combien, donc typiquement si on parle de CVE, à partir de quel score de CVE je dis non et j'en veux pas en prod et je bloque la mise en prod automatique. Donc tout ça, c'est un travail à faire par les équipes, avec éventuellement les équipes de sécurité de l'entreprise et la démarche réelle de s'élever en termes de sécurité. Donc si on met pas ces quality gates en production, on fait juste que faire chier les ours polaires. On aura brûlé plein de CPU, tout ça pour que dalle. Et donc tout ça pour dire que c'est pas du tout une perte de vélocité parce que une fois qu'on a une bonne CI/CD en place, on peut déployer vite, très vite, très 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 vite. Moi j'ai déjà vu des clients qui déployaient 100 fois par jour et ça pose pas de problème. Une équipe standard qui passe par des process plus manuels, elle va déployer une fois toutes les semaines et encore en tirant la langue. Donc c'est pas une perte de vélocité et donc il faut bien comprendre que sans qualité et sans sécurité, il n'y a pas de livraison. Voilà, on arrive à la fin de notre propos. Quelques petits rappels. On a bien vu que la qualité et la sécurité étaient inclus dans la valeur qu'on veut apporter. Ce n'est pas un élément en plus ou un élément optionnel. C'est quand on apporte de la valeur, on apporte de la sécurité aussi aux utilisateurs et à l'entreprise. Créer les quality gates nécessaires pour que justement on puisse, comme tu l'as dit, se libérer l'esprit de ces éléments et qu'on puisse être créatif. C'est une responsabilité partagée dans l'équipe. Le PM doit penser sécurité by design. L'équipe de dev ou les développeurs, sécurité by nature, c'est-à-dire que ça doit être dans leur ADN de coder de façon sécuritaire et d'avoir le bon tooling qui leur permette de faire ce travail-là correctement. Et je te laisse le mot de la fin sur cette citation, Jérôme. Oui, je suis tombé un peu par hasard sur LinkedIn en discutant sur Brian Finster, qui est à l'origine d'un site qui s'appelle minimumcicd.org et qui m'a sorti une petite phrase que j'ai beaucoup appréciée, qui dit voilà, c'est aux équipes de s'approprier le problème et donc c'est à elles de savoir comment les résoudre. Et donc la sécurité, comme la qualité, comme la performance, elles doivent être dans les mains de l'équipe. Et si ce n'est pas elle, de toute façon, elle n'arrivera pas magiquement par intervention du Saint-Esprit. Donc c'est aux équipes de s'approprier le sujet. Voilà, et donc il a aussi une phrase qui dit « La qualité dépend de la culture de l'équipe et des processus qu'elle utilise ». Ça veut dire que donc
il faut laisser le temps à l'équipe de monter en compétence. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de leur dire ben voilà, bum, on vous met des contraintes qui sont totalement infranchissables. Il faut y aller par étapes, mais y aller fermement. Et il s'agira aussi, une fois que vous êtes à ce niveau-là, ça permet d'éviter un peu tout ce qu'on voit, un chef à plume qui arrive et qui dit moi je veux telle feature, elle doit partir en prod maintenant. Ben non. Si elle ne passe pas les quality gates, si elle ne les passe pas, il n'y a pas de livraison. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci à tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne les posez pas. On est à votre écoute. Une petite question sur quand tu as parlé du contrôle avant mise en prod d'un module, mais parfois il y a des modules qui sont déjà en prod et sur des prods qui durent un peu longtemps, oui. Sur lesquels il y a des CVE qui arrivent ultérieurement. Ultérieurement, oui. Oui. Est-ce que tu as des solutions magiques pour être vigilant par rapport à ça? Il n'y a aucune solution magique, par contre, en termes de sécu. Il faut savoir que, c'est pas pour rien si maintenant il y a des filières entières qui s'ouvrent sur la cybersécu, c'est que c'est un mindset à acquérir, c'est une philosophie et c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des fils d'alerte qui vous permettent d'anticiper avant même que les outils, en fait, que l'outillage courant puisse détecter, etc. Donc, ça veut dire que dans une boîte, il doit y avoir une grosse relation avec des DevSecOps qui, eux, ont le temps de faire de la veille. Vos développeurs dans vos équipes n'auront pas le temps de faire de la veille sécu parce que on se prend 100 nouvelles par jour avec une faille système, une faille librairie, un exploit possible. Donc, je pense qu'il y a une grande partie de travail et de coopération avec des cellules sécu dédiées. Oui, puisque tu évoques là aussi, Fred, c'est la gestion de la dette. La gestion de la dette, en fin de compte. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'accumulent avec le temps, sur lesquelles on bypass, ou comme tu dis, c'est des choses sur le Log4j, on ne s'y attendait pas. Et c'est des éléments qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre la partie métier et la partie technique, ou entre la partie produit et la partie technique, à s'assurer que le degré d'exigence de qualité est au bon niveau et que cette dette technique, elle s'accumule pas et cet élément de cybersécurité est un pendant de la dette technique. En fait, la sécurité, et les failles de sécurité rentrent en plein dans de la dette technique. Donc il faut la gérer comme le reste de la dette technique. En étant peut-être encore plus exigeant avec plus de compétences dédiées. Juste par rapport à Log4j, justement, c'était pas quelque chose qui était vraiment pas visible, en plus c'était pas dans nos responsabilités, puisque c'est un tiers en fait. Ouais. Alors, oui, mais moi j'étais chez Cdiscount à ce moment-là, j'étais référent Java, j'avais 800 microservices à gérer. J'ai géré le problème en un quart d'heure, en fait. Il suffisait juste de voir que, dans les patterns utilisés, il ne fallait pas qu'il y ait certains patterns et qu'il n'y ait pas certains appenders. Donc c'était assez rapidement géré. Ça a fait beaucoup de foin pour pas grand-chose, parce qu'effectivement, tant que tu n'utilisais pas cet appender avec certains patterns dans ton fichier de conf, tu n'étais pas exposé. Et après, il fallait en plus qu'il y ait des ports ouverts JNDI pour pouvoir sortir et faire de l'exécution de code à distance. Donc, c'était pas très très compliqué, mais ça a fait beaucoup de foin parce que, derrière ça, en fait, se situe un autre problème qui me fait un peu dériver, mais qui est en fait la gestion en fait dans les entreprises de l'open source, qui me semble complètement catastrophique en fait. Tout le monde utilise de l'open source, le pille et sans jamais rien donner. Et du coup, si tu es dans cette pure démarche de je pille et je fais rien en échange, oui, tu peux être victime à tout moment de n'importe quoi.
Quand une boîte utilise massivement de l'open source, ça me paraît normal qu'elle rende en contrepartie et qu'elle s'investisse ou qu'elle soutienne. Enfin, ça peut être des ou un peu partout ou des comme vous voulez. Mais c'est justement la difficulté, c'est les relations indirectes. Quoi, oui, oui. Ouais, et puis plus ta solution va vieillir, plus il peut y avoir des vices cachés comme ça qui... T'as raison, sur le moment, une équipe dans le temps change, les personnes changent, et on ne connaît pas toutes les arcanes du code ou de ce qui est appelé, mais on rappelle que c'est à la responsabilité de l'équipe de dev, justement, d'être en mesure de corriger ça rapidement si on apprend quelque chose dans ce sens-là. Mais après, ce que ça soulève aussi, c'est juste que maintenant, en fait, en tant que développeur, on a une facilité extrême à prendre une nouvelle dépendance, à l'attirer. Mais il faut avoir conscience que plus j'ai de dépendance, plus j'ai un spectre d'exposition à des failles problématiques, plus j'ai un spectre d'évolution de maintenance problématique. Et donc, c'est très facile d'aller tirer une dépendance, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que je n'ai pas d'autres solutions, etc. C'est ça qui devrait animer les designs des applications. D'autres choses? Moi, j'ai peut-être une petite question sur la partie sécurité. Est-ce que dedans, vous incluez une partie privacy, c'est-à-dire la partie quand on essaie de RGPD toutes ces questions-là, en fait, parce que je vois qu'il y a des sports justement par rapport au CVSE. Par rapport à la privacy, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Alors, en fait, ça dépend de l'environnement dans lequel tu évolues, en fait. Maintenant, par exemple, il y a des nouvelles lois dans le monde de la banque, au niveau européen. Ils sont extrêmement exigeants dessus. Et je sais pas, moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de bosser pour des clients et je leur ai adapté le framework Log4j de manière à exclure certains patterns du genre les numéros de compte, les numéros de téléphone, tous ces trucs-là, ça peut plus apparaître dans leur log. Parce que effectivement, pendant un certain temps, tu pouvais trouver des numéros de carte bleue en clair dans les logs d'application. Et ça, la CNIL, elle tombe là-dessus, elle se régale. Tu sors le chéquier et là, tu parles en centaines de milliers d'euros. C'est pour ça que ça rajoute une responsabilité. C'est ça. Oui. Ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais sur le côté aussi PM et le côté by design. Oui. Il y a une culture maintenant. Et effectivement, c'est pas au PM de savoir quelles sont les implications, mais c'est à lui d'animer l'équipe pour dire, les gars, vous devez être particulièrement attentionnés sur tel ou tel sujet, parce que les membres de la CNIL, je ne sais pas si vous savez, mais ça peut aller jusqu'à 8% du chiffre d'affaires. Et tu as raison, que ce soit dans n'importe quel mode de fonctionnement, que ce soit du cycle en V, en Scrum ou en Kanban, il y a un moment ou un autre où la responsabilité, elle est sur le PM de se dire, est-ce qu'on est compliant, est-ce qu'on est d'équerre avec tout ça? Oui, non, on ne sait pas. Bon, il faut qu'on prenne du temps sur le sprint prochain pour au moins se poser la question, au moins aller regarder, se prendre du temps là-dessus. Et ce n'est pas du temps perdu. Et bien souvent, on est dans cette démarche feature factory. Il faut cracher du code, il faut cracher de la feature à tout va. Et non, la responsabilité du PM, elle n'est pas d'animer une feature factory. Elle est là de s'assurer que, dans la définition de la valeur qu'on a vue tout à l'heure, c'était en limitant les risques. Et donc, la responsabilité, elle est bien à ce niveau-là. Et le champ d'application privacy, il rentre dans ce spectre-là de qualité dont on parlait tout à l'heure. Complètement. Autre chose? Vous avez le droit? Non? Une fois, deux fois, trois fois? Judy? Merci à tous. Merci à vous. Bonne fin de journée.